Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de ce journal, au Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso se sont réunis à Bamako pour le deuxième sommet de la Confédération des États du Sahel dans un contexte de forte pression sécuritaire. En Guinée, le procès du massacre du 28 septembre 2009 a repris devant le tribunal criminel de Conakry avec la comparution de plusieurs militaires accusés. En Afrique de l'Ouest, les supporters du Sénégal et de la Côte d'Ivoire pourraient être concernés par un décret américain menaçant leur accès aux États-Unis pour la Coupe du Monde 2026. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir, bienvenue dans cette édition. Démarrons par le Sahel où les dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina Faso se sont retrouvés à Bamako pour le deuxième sommet de la Confédération des États du Sahel. La rencontre s'est tenue dans un contexte marqué par la pression djihadiste et des tensions régionales persistantes. Image à suivre. Commandement unifié des forces de l'Alliance des États du Sahel. Ce sont des militaires, quelques milliers d'hommes qui ont été formés, qui ont été rassemblés et qui vont lutter contre le terrorisme dans l'espace AES. Donc aujourd'hui, c'est le démarrage officiel, mais plutôt symbolique de cette force-là. Des bataillons auraient été désignés parce que vous savez que les 3 pays ont claqué la porte du G5, qui étaient 5 pays du Sahel chargés de lutter contre le terrorisme. Et donc ces 3 pays aujourd'hui cherchent à créer le G3. Donc ce lundi, les chefs d'État devront encore parler de ce sujet-là. Alors maintenant, quel est le bilan de cette lutte contre le terrorisme, puisque l'AES est créée depuis 2023? Il y a eu des efforts, mais il reste beaucoup à faire, parce que vous voyez par exemple au Mali, vous avez un blocus djihadiste au sud du Mali. Au Burkina, par exemple, vous avez des milliers de citoyens burkinabés qui ont trouvé refuge, hospitalité en Côte d'Ivoire. Et au Niger, par exemple, récemment, vous avez des enseignants qui ont été plutôt victimes des actes terroristes. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ces pays, malgré quelques efforts qu'on constate sur le terrain. En Afrique du Sud, des supporters du Sénégal et de la Côte d'Ivoire pourraient être affectés par un décret américain. Un texte signé par le président Donald Trump menace de restreindre leur accès aux États-Unis pour la Coupe du Monde 2026. Image à suivre. Le décret signé par le président Trump vise à restreindre l'entrée sur le territoire américain de ressortissants de certains pays comme la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. Leurs supporters ne pourront ainsi pas participer à la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera en Amérique du Nord à partir du mois de juin 2026. Seule exception est faite aux joueurs
aux membres du staff, mais aussi à leurs familles. Les États-Unis justifient cette mesure par le dépassement du délai de visa accordé aux ressortissants de ces pays, jusqu'à 13% de dépassement pour les visas étudiants accordés aux ressortissants sénégalais. Pas encore de réaction officielle au moment où je vous parle de la part des autorités sénégalaises suite à cette décision. L'ONG Horizon sans frontières qui défend les droits des migrants mais aussi des Sénégalais de l'extérieur appelle tout simplement à retirer l'organisation de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis si ce décret est appliqué. En Guinée-Conakry, le procès du massacre du 28 septembre 2009 a repris devant le tribunal criminel. Plusieurs militaires accusés dans ce dossier sont appelés à comparaître. Plus de détails dans cet extrait. Devant le tribunal criminel de Conakry, le principal accusé, le colonel Bienvenu Lama, a nié en bloc les accusations portées contre lui. Cet officier de la gendarmerie est cité comme le responsable du camp militaire d'où s'est répartis les jeunes soldats ayant commis les crimes au stade du 28 septembre en 2009. Le colonel Bienvenu Lama n'a jamais été directeur de centre. C'est que les recrues de 2009, le 31 juillet 2009, et la gendarmerie, c'est deux situations complètement distinctes. Comment il aurait pu donner des instructions à des recrues dont il n'a pas la charge? Pour les avocats de la partie civile, l'implication de cet officier de la gendarmerie dans le massacre du 28 septembre ne fait aucun doute. Ils sont tous poursuivis pour les massacres, les infractions commises au stade du 28 septembre en 2009. Et ensuite, c'est des personnes qui sont reprochées d'avoir, d'une façon ou d'une autre, participé, en tout cas de façon à donner les moyens pour les personnes qui ont eu à commettre les crimes au stade. Il est question des recrues de Caléa. Monsieur Bienvenu Lama était le directeur du centre. Le procès a été renvoyé au 12 janvier prochain. Pour rappel, le 31 juillet 2024, lors du verdict du procès du massacre du 28 septembre 2009, 8 personnes ont été condamnées pour crimes contre l'humanité. Parmi elles figurait Moussa Dadis Camara, ancien chef militaire condamné à 20 ans de prison ferme avant d'être gracié par l'actuel président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya. En Afrique centrale, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de prolonger d'1 an le mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo. La mission de maintien de la paix compte 11 500 casse-bleus, un effectif échangé. Image à suivre. La MONUSCO s'inscrit en première ligne dans le soutien aux efforts de paix. C'est l'idée du Conseil de sécurité de l'ONU réuni à New York. Un vote à l'unanimité, la MONUSCO conserve jusqu'au 20 décembre 2026 11 500 soldats dans l'est de la RDC, en plus d'observateurs militaires et d'unités de police. Les zones d'opération concernent le Nord Kivu et l'Ituri, et seulement par extension le Sud Kivu pour des activités de surveillance et de vérification du cessez-le-feu. Le Conseil a souligné que les conditions de négociation ont été inhabituelles puisqu'elles ont eu lieu en même temps que l'avancée du M23 vers Uvira dans le Sud Kivu justement. M23 et Rwanda ont subi les critiques, notamment américaines. Nous condamnons fermement l'avancée du M23 vers Uvira et au-delà, ainsi que le soutien continu du Rwanda au M23 en violation de ses obligations au titre des accords de Washington. En RDC, ce prolongement de mandat est ressenti diversement selon la position politique. Cet opposant, élu de Bunia en Ituri, revient sur cette MONUSCO défaillante jusqu'alors. Où le gouvernement a échoué à imposer la paix, mais aussi les Nations Unies a échoué à sécuriser cette population, mais aussi les frontières de la RDC. Du côté de la majorité présidentielle, le renouvellement est salué, mais sans vraiment comprendre pourquoi le Sud Kivu n'est pas pleinement concerné. Nous souhaiterions évidemment que cette résolution puisse être réadaptée au fur et à mesure au contexte de la guerre que je venais de citer, le Sud Kivu, qui n'est pas couvert aujourd'hui par les forces de maintien de la paix de la MONUSCO. Sur le terrain de l'Est, les habitants sont habitués à ces pick-up des Nations Unies ici à Goma, ou aux blindés et aux casques bleus armés, plus loin dans les campagnes ici près de Djungu en Ituri l'hiver dernier. Mais il demeure la question de leur efficacité pour la paix. Un habitant de Goma résume en quelques mots un sentiment de nombreux Congolais de l'Est. Le bilan est très noir. Je viens de vous dire qu'on égorge les gens à quelques mètres de la MONUSCO et celle-ci ne joue pas son rôle.
Est-ce qu'on peut nous dire qu'il y a un seul civil que la MONUSCO a réussi à sauver ou à protéger? Nous, on ne voit pas ça. À noter que le Conseil de sécurité encourage dans son texte. En Afrique australe, 9 personnes ont été tuées lors d'une attaque menée par des hommes armés dans un bar près de la Johannesburg. 10 autres personnes ont été blessées selon la police sud-africaine. Plus de détails dans cet extrait. Une chasse à l'homme est en cours depuis le milieu de la nuit dans la région de Johannesburg. Une dizaine d'hommes sont recherchés, suspects d'une fusillade survenue dans ce township situé à environ 40 km de la plus grande ville d'Afrique du Sud. À l'heure actuelle, le mobile reste inconnu. Nous appelons notre communauté à nous aider en nous signalant toute personne ayant vu cette Quantum blanche et cette Toyota Etios grise quitter les lieux, ou qui connaîtrait l'un des occupants ou un des conducteurs. Le commando est entré dans une taverne, tirant sur les personnes présentes avec des armes automatiques, puis poursuivant dans la rue celles qui tentaient de s'échapper, faisant de nouvelles victimes. En tout, une dizaine de morts et autant de blessés sont à déplorer. Ils ont trouvé des gens qui s'amusaient, sans raison apparente, sans provocation. Ils ont attaqué et ouvert le feu au hasard sur les clients. C'est un acte odieux. C'est quelque chose d'inhumain qui ne peut être ni toléré ni accepté. Un mode opératoire qui rappelle une autre tuerie survenue 2 semaines plus tôt à Pretoria. Là aussi, des hommes armés avaient ouvert le feu dans un bar clandestin situé dans un foyer de travailleurs, faisant 10 morts, dont un enfant de 3 ans. Des massacres qui illustrent la violence débridée qui mine la société sud-africaine ces derniers mois. Mardi dernier, c'est un célèbre DJ et animateur de radio qui a été tué par balle en plein jour à Johannesburg. 10 jours plus tôt, un témoin dans un procès pour corruption visant un responsable de la police a lui aussi été assassiné. Les autorités n'arrivent pas à contrôler la circulation des armes à feu dans le pays, où plus de 60 personnes ont été tuées chaque jour entre avril et septembre selon... En Somalie, les habitants de Mogadiscio et de sa région se préparent à voter pour élire leurs conseils locaux. Ces élections marquent le retour du suffrage universel dans un contexte de sécurité lié aux actions des islamistes chez Bab. Image à suivre. Depuis quelques jours, Nasra Hussein Ali ne ménage pas ses efforts pour convaincre ses concitoyens de voter pour elle. Scrutin local reporté plusieurs fois déjà, mais cette fois c'est la bonne, veut croire la candidate du parti du président. Cela fait plus de 40 ans que mes parents et moi n'avons jamais vu ce genre d'élection municipale. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse d'assister à ce grand événement. Elle fait donc campagne sur les marchés, à l'écoute des commerçants et des habitants, du porte-à-porte qui suscite curiosité et parfois méfiance, sans oublier les écoles. Et elle n'est pas la seule militante politique, tout comme le parti présidentiel n'est pas le seul sur les rangs, alors que pour la première fois depuis plus de 50 ans, les habitants de la région de Banadir, 16 districts à Mogadiscio et ses environs, vont pouvoir élire leurs conseils locaux au suffrage universel. À présent, la sécurité dans la capitale est bonne. En tant qu'homme libre, je peux désormais voter pour qui je veux ou refuser de voter. La situation sécuritaire s'est pourtant dégradée ces derniers mois. Les autorités font certes tout pour attirer les touristes, mais après 3 ans d'opérations antiterroristes, les islamistes Shebab n'ont pas disparu et le font savoir. En mars dernier, ils revendiquaient l'explosion d'un immeuble en plein Mogadiscio. Le convoi du président venait de passer. Ils ont signé depuis plusieurs autres attentats, notamment contre une prison de haute sécurité dans la capitale. C'était en octobre. Une organisation toujours bien implantée dans le centre et le sud du pays. C'est dans ce contexte que doivent se tenir en principe des législatives au suffrage universel l'an prochain, ainsi que l'élection du président par le Parlement. Sur le plan diplomatique, un forum de partenariat entre la Russie et les pays africains s'est tenu. Les échanges visent à renforcer la coopération économique et commerciale entre Moscou et le continent africain. Extrait dans un instant. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a évoqué l'importance du sommet entre dirigeants africains et russes pour le renforcement des liens économiques et commerciaux. Samedi, Badr Abdelati s'est exprimé au Caire lors de la 2e conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique.
Il ne fait aucun doute que la conférence a également constitué une occasion importante d'explorer la possibilité spécifique de renforcement de la coopération dans les domaines du développement économique, du soutien à l'industrialisation, de l'expansion du commerce, de l'encouragement des investissements conjoints, du renforcement des capacités, de la sécurité alimentaire et hydraulique, du transfert de technologies, de la coopération culturelle et de l'échange d'expériences. De son côté, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, est revenu sur la position africaine en faveur d'une réforme des institutions internationales. Nous avons décidé de continuer à coordonner nos efforts dans divers forums multilatéraux, notamment dans le but de promouvoir la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, en tenant compte des intérêts légitimes des États africains, ainsi que la réforme des institutions de Bretton Woods, dont la composition et les pratiques sont très en retard par rapport à l'équilibre réel des pouvoirs de l'économie mondiale. En 2023, à Saint-Pétersbourg, ce forum avait été l'occasion pour le président Vladimir Poutine de rompre son isolement politique et économique suite à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Au Moyen-Orient, les États-Unis ont mené des frappes contre le groupe État islamique en Syrie. Selon les autorités américaines, au moins 5 membres du groupe ont été tués. Plus de détails dans cet extrait. Avions de chasse, hélicoptères d'attaque, artillerie et soutien aérien jordanien. L'opération a débuté à 16h vendredi heure de Washington. Donald Trump a donc mis ses menaces à exécution. Nous avons frappé les terroristes de l'EI en Syrie qui tentaient de se reconstituer après leur défaite cuisante face à l'administration Trump il y a 5 ans. Nous les avons frappés avec force. Plus de 70 cibles frappées, plus d'une centaine de munitions de précision employées. Une déclaration de vengeance selon les propres mots du chef du Pentagone, une semaine après l'attaque imputée au groupe État islamique dans la région de Palmyre, coûtant la vie à 2 soldats et un interprète américain. Une première depuis la chute de Bachar el-Assad. Le chef de la Maison-Blanche avait promis des représailles. J'ai ordonné une frappe massive contre les terroristes qui ont tué nos 3 valeureux patriotes la semaine dernière. Et ce fut un succès total, ce fut une frappe de précision. Nous avons atteint chaque cible sans la moindre erreur et nous rétablissons la paix par la force partout dans le monde. Au moins 5 membres du groupe État islamique sont morts dans la province de Deir ez-Zor, affirme l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Parmi eux, le chef d'une cellule chargée des drones dans la zone. Les autorités syriennes avaient rapidement arrêté 5 personnes suspectées d'être liées à l'attaque contre les 3 Américains. L'assaillant abattu était un membre des forces de sécurité syriennes sur le point d'être limogé en raison de ses idées islamistes extrémistes. La Syrie, dirigée par l'ancien djihadiste Ahmed al-Shareh, qui a obtenu la levée des sanctions américaines, a réitéré peu de temps après les frappes de vendredi son engagement à lutter contre l'EI. Les États-Unis affirment avoir mené avec leurs forces alliées une dizaine d'opérations en Syrie mais aussi en Irak depuis le 13 décembre. 23 terroristes ont été tués ou placés en détention, affirme le commandement américain. En Amérique latine, les États-Unis ont annoncé la saisie d'un 2e pétrolier vénézuélien en l'espace de 10 jours. Caracas dénonce une action qualifiée de vol et d'enlèvement de navires. Image à suivre. Dans les Caraïbes, l'action des États-Unis ne faiblit pas. Hier, les forces militaires américaines ont saisi un nouveau pétrolier au large des côtes du Venezuela, quelques jours après la mise en place par Washington d'un blocus naval qui vise à accentuer la pression économique sur Caracas. Le président Trump a été clair. Le blocus des pétroliers sanctionnés au départ ou à destination du Venezuela restera pleinement en vigueur jusqu'à ce que l'entreprise criminelle de Maduro restitue tous les biens américains volés. La violence, la drogue et le chaos ne contrôleront pas l'hémisphère occidental. Selon le New York Times, le navire saisi par les forces américaines battait pavillon panaméen et transportait du pétrole vénézuélien acheté par une compagnie chinoise. Cette nouvelle opération intervient dans le cadre de la lutte effrénée des États-Unis contre le trafic de drogue dans les Caraïbes. Le président américain agite aussi depuis quelques semaines la menace d'une intervention terrestre au Venezuela, ce qui inquiète certains dirigeants d'Amérique du Sud. Les limites du droit international sont mises à l'épreuve. Une intervention armée au Venezuela serait une catastrophe humanitaire pour l'hémisphère et un dangereux précédent pour le monde. Depuis cet été, les États-Unis ont déployé un dispositif militaire considérable dans les Caraïbes et le Pacifique
et ont bombardé de nombreuses embarcations en provenance du Venezuela. Des opérations qui ont déjà tué plus d'une centaine de personnes. Terminons par une actualité sportive. En match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc, pays hôte de la compétition, s'est imposé face aux Comores sur le score de 2-0. Image à suivre. Après une cérémonie d'ouverture grandiose, le Maroc fait son entrée dans la compétition avec une victoire convaincante face aux Comores, 2-0. Le pays hôte de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est bien décidé à s'imposer et fait partie des grands favoris du tournoi. Le Marocain, c'est un passionné de football, c'est un pays de football, donc voilà. Et ça fait plaisir, moi c'est ma première fois dans ce stade, c'était magnifique, on a vibré. Malgré la pluie, on était chaud. Si le résultat est au rendez-vous, la prestation, elle, ne fait pas l'unanimité. Chez les supporters, les avis sont mitigés. Il faudra qu'on s'améliore sur le jeu, sur les efforts de mouvement. Il manquait trop de solutions aux porteurs du ballon. Mais sinon, on a eu la victoire. Mais après, par contre, sur des équipes un peu plus difficiles, par exemple comme le Nigeria ou le Sénégal, ça va être compliqué si on joue comme ça. La fête africaine ne fait donc que commencer. Avec cette victoire, les Lions de l'Atlas ont parfaitement lancé leur CAN. Mais en tant que grands favoris, les Marocains avancent avec une énorme pression, celle de décrocher un titre attendu depuis 1976. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de m'avoir suivi et à demain.